Mesdames, Messieurs, très bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Les Débriefs qui poursuit le spécial mondial avec peut-être, ce sera une dernière fois que l'on parle de cette Coupe du Monde. Mais avant tout, je veux dire d'abord félicitations. Bonsoir et félicitations à Soumaré, surtout pour les pronostics avant d'en arriver là. Bonsoir et merci pour... voilà, donc on a essayé de faire avec notre expérience, notre vécu. Je pense qu'on ne s'est pas trompé de trop sur l'issue finale de cette compétition. L'issue finale, vous le savez, tout est bien qui finit bien. Et au finish, ce sont les Bleus qui gagnent parce que dans cette finale, l'équipe nationale de la France a souffert mais a fini par exploser cette équipe de la Croatie sur un score de 4-2. C'était donc dimanche en finale de cette 21e édition de la Coupe du Monde. Alors, j'ai envie de demander à Alain Soumaré, un bon champion, est-ce que la France l'est? Oui, vous savez, quand on est déjà champion, c'est parce qu'on a été bon quelque part. Hein? C'est-à-dire que même si la manière n'a pas toujours été au rendez-vous, parce que vous savez, les amateurs aiment le beau jeu, la technique, les gestes, les gris-gris comme on dit dans le jargon, mais la France a été professionnelle jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire que sur tous les plans, une très bonne organisation, surtout un collectif qui sait faire face à toutes les épreuves. Donc, je pense que si on se base sur ces faits-là, on peut dire que c'est un bon champion quand même. Alors, dans ce match, dans cette finale, 31% de possession seulement pour l'équipe qui finira championne du monde, ce qui veut dire que les Bleus ont vraiment souffert, mais ils n'ont pas craqué. Finalement, est-ce qu'on va dire que le football de possession tend à disparaître? Oui, le football de possession commence à montrer ses limites. Hein. Donc, il ne va pas certainement disparaître, parce que quand même, pour marquer un but, il faut avoir le ballon aussi. Pour récupérer aussi, il faut être en possession. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut essayer de garder le ballon pour récupérer, pour se replacer. Donc, la possession sera toujours là, mais une possession quand même assez élevée n'est pas toujours synonyme de victoire. Donc, il faut allier les deux. C'est-à-dire que durant vos périodes de face, c'est-à-dire les points forts, il faut les temps forts comme on dit, il faut savoir les exploiter et durant les temps faibles, essayer de ne pas prendre de but. Ce que n'a pas réussi une équipe comme l'Espagne quand même, qui a eu beaucoup de possession mais qui n'a pas été vraiment efficace devant. Comme pour dire que maintenant, dans le haut niveau, il faut être efficace, pragmatique. Et tout ça, la France l'a été. Ce qui veut dire que, surtout en finale, vous avez souvent l'habitude de dire, vous les techniciens, qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Effectivement, la France l'a démontré une fois de plus. La France a laissé les Croates avec le ballon pendant une bonne partie de la rencontre. La première véritable incursion de la France, c'est ce coup franc-là et qui a amené le premier but. Donc la France a su attendre le bon moment pour piquer. Donc ils ont allié la rigueur, d'abord la discipline et surtout l'efficacité. Ils ont vraiment été très efficaces durant cette Coupe du Monde-là. Ce sacre a été acquis avec l'aide notamment involontaire du pauvre Mario Mandzukic d'abord, qui a dévié le coup franc de Griezmann sur son camp, avec aussi la VAR qui a encore fait parler d'elle, ce penalty accordé aux Bleus. Les deux premiers buts en tout cas de la France qui ont peut-être créé le déclic de ce match. Effectivement, avant ce but-là, quand les Croates ont égalisé, je pense qu'ils avaient repris le match en main. La France commençait peut-être à douter à un moment donné. Mais comme vous l'avez dit, il y a eu des faits de jeu sur ce penalty-là qui pouvait ne pas être soufflé à un moment donné parce que les Français ont tellement insisté que... Est-ce que vous pensez que ce sont les deux faits de jeu qui ont pesé dans ce match? Oui, parce que si les deux équipes étaient parties au vestiaire avec un but partout, la deuxième mi-temps se serait jouée d'une autre manière. Surtout pour les Croates, qui pouvaient quand même, avec la fatigue accumulée durant ces derniers temps, ils pouvaient quand même faire comme les Français, c'est-à-dire rester derrière et aller au tir au but parce qu'ils ont connu ces épreuves-là. Mais malheureusement, ce deuxième but les a poussés à attaquer davantage. La France en a profité quand même pour placer des contres meurtriers. Parce que quand on sait que cette équipe de France, d'abord c'est résister, ensuite c'est relancer ses flèches devant pour faire... Ils peuvent aussi s'en mordre les doigts, ils peuvent s'en vouloir, notamment le gardien de but Subasic.
Parce que les deux tirs quand même, celui de Mbappé et Pogba, c'était pas aussi des foudres. Oui, oui. C'est-à-dire que, vous savez, il y a eu la fatigue mentale aussi au niveau de la Croatie. Parce que ces jours-là, on l'avait dit, la France a eu 24 heures de repos supplémentaire par rapport à Croate. Ensuite, on a calculé le tout, ça faisait pratiquement 90 minutes. Les Croates ont joué 90 minutes de plus que les Français, sans compter les épreuves de tir au but. Vous laissez beaucoup de force mentale et physique. Donc, quand vous menez, ça peut marcher, mais quand vous êtes dominé, quand vous encaissez un but, pour aller courir encore, les forces vous manquent certainement. Donc, je pense que les Croates ont fléchi aussi à ce niveau-là. On a tendance à l'oublier, mais ils étaient très. Et ce sont ces deux buts qui ont tué pratiquement le match avant ce petit frisson à l'issue de cette bourde de Hugo Lloris qui a permis à Mario Mandzukic d'inscrire ce but-là. Peut-être ça a fait un peu de baume au cœur à Mario Mandzukic qui a, comme vous l'avez rappelé, a marqué le premier but contre son camp. Donc, mais à part ça, il y avait encore 2 buts à remonter. C'était presque mission impossible. Dans cette finale, il y a eu aussi quelques interrogations par rapport au joueur de France, notamment N'Golo Kanté qui était pourtant le métronome pratiquement de cette équipe, l'élément moteur, mais qui n'a pas tellement fonctionné. Oui, vous savez, il avait en face des techniciens, donc il ne gardait pas trop le ballon. Parce que N'Golo Kanté, pour qu'il puisse jouer, il faut que son adversaire puisse tenir le ballon. Mais on a vu le militaire croate jouer à une touche de balle. Chaque fois qu'il venait, le ballon était déjà parti. Résultat des courses, il a obtenu un carton. Et Deschamps avait peur d'un autre cumul de cartons, synonyme de rouge. Il a fait remplacer par Nzonzi, qui joue dans le même registre, mais qui est moins agressif. Deschamps, vous l'avez évoqué, il fait partie désormais de ce cercle restreint des coachs qui ont remporté cette Coupe du Monde en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur. Ils ne sont que 3 désormais. Est-ce qu'il porte seulement bonheur à l'équipe de France? Parce que sa technique, ce n'est pas une question aussi de hasard. Oui, mais vous l'avez dit, il rejoint le cercle très fermé des 3 coachs qui ont connu ce sacre-là en tant que joueur. C'était d'abord le Brésil avec Mario Zagallo, ensuite avec l'Allemagne avec Franz Beckenbauer, ensuite Didier Deschamps avec la France, en tant que capitaine et en tant que joueur. Donc lui, il a été toujours un leader naturel, même quand il était capitaine de l'équipe de France. S'il n'était pas le plus talentueux, certainement, parce qu'il y avait des Zidane, il y avait des Dugarry, il y avait beaucoup de très bons joueurs, mais lui, c'était le prototype même du relais de l'entraîneur dans le terrain. C'est lui qui, parce que vous savez, quand vous regardez les images de l'équipe de France d'il y a 20 ans, dans les vestiaires, même quand Aimé Jacquet finissait son discours, c'est lui qui reprenait tous les joueurs, qui les remettait sur scène, ensuite qui les haranguait. Donc ça, il a toujours été un leader naturel, même si ce n'était pas le plus talentueux, mais c'était un joueur de devoir. Donc il a façonné une équipe à son image, c'est-à-dire une équipe où le collectif va primer sur les individualités, une équipe où la discipline aussi sera librement consentie par l'ensemble des joueurs. Et on l'a vu sur cette équipe de France-là. Quand vous voyez un Olivier Giroud qui est attaquant de pointe, qui n'a pas marqué un seul but dans ce mondial, mais qui a été au service du collectif, vous comprendrez pourquoi Deschamps a réussi. Quels ont été les éléments clés, les joueurs clés de ce succès de la France? Les éléments clés, d'abord, je prendrai Hugo Lloris, même s'il a fait une bourde en finale, mais qui n'a pas, c'est sans conséquence. Il a arrêté des ballons sur lesquels la France pouvait encaisser. Notamment contre la Belgique. Surtout, même contre l'Argentine. Il a pris un ballon de la tête avec une main très ferme, comme on a l'habitude de dire. Donc lui, il a été un élément déterminant. Ensuite, la perte de centraux. Quand ça n'allait pas en attaque, c'est eux qui allaient marquer des buts. Je veux parler de Varane, je veux parler de Umtiti, qui ont pratiquement réglé le problème quand les attaquants n'étaient plus en mesure de le faire, parce qu'on leur demandait souvent eux aussi de venir défendre. Et donc ils ont joué volontiers contre nature, mais quand même ça a payé. Donc le collectif revient toujours. Si ce n'est pas les attaquants, c'est le milieu de terrain. Si ce n'est pas le milieu de terrain comme Pogba, c'est les centraux. S'il y a faille... Même les latéraux, parce que Pavard... voilà, donc c'est les défenseurs. Donc vous voyez, donc cette équipe de France, tout le monde pouvait marquer un but. Il suffit de se placer dans le dernier tiers pour se convertir en attaquant. Parce qu'en fait, le football, quand vous êtes devant, vous n'êtes plus défenseur. Vous êtes attaquant. En tout cas, dans toutes les lignes, ils ont marqué. Voilà. Sauf Hugo Lloris, il a marqué contre son camp. Il a presque marqué. Ça fait partie. Alors, cette équipe de France, est-ce que c'est la plus belle depuis 98?
date de la première consécration? Non, moi je pense que l'équipe de 2016, l'euro de 2016 était beaucoup plus agréable à suivre, avec un Payet qui était au sommet de sa art. Mais là, Deschamps s'est dit que cette Coupe du Monde-là, pour la gagner, il va falloir une autre mentalité. Il va falloir sortir autre chose. Parce qu'ils l'ont vu contre le Portugal, qui a réussi ce genre de système. Vous verrouillez tout, vous avez un buteur efficace. Bon, je pense qu'il s'est inspiré du Portugal pour asseoir ce collectif-là, qui a été vraiment une très bonne chose. Parce que des fois aussi, les entraîneurs, ils font avec, parce qu'il faut être réaliste. Ce qu'on vous demande à la fin, c'est qui a gagné le trophée. Et je pense que la France l'a fait. On va oublier maintenant ces prestations qui n'ont pas été quand même de très haute facture, mais qui ont des prestations où l'efficacité était de mise. Alors, c'est aussi, tout comme Deschamps, doit s'en inspirer quand même pour nous emmener cette Coupe d'Afrique des Nations tant recherchée en 2019 au Cameroun. En tout cas, ils ont bien fêté ce sacre, le deuxième du genre pour l'équipe de France qui a été accueillie en grande pompe hier à Paris sur le Champs-Élysées, notamment par les présidentielles de l'Élysée avec Emmanuel Macron et l'ensemble en tout cas du monde sportif français. Bravo, on dira, à ces Bleus, bravo aussi à nous qui avons fait vivre ces internautes de la Teranga TV de cette Coupe du Monde. En tout cas, j'espère qu'on a été à la hauteur de l'événement et je pense qu'on est là pour les servir, donc voilà. La suite du débrief, c'est tout de suite.